Salut Serge. Alors, tu es arrivé sur place pour commencer ce reportage sur les tourbières fagnardes. Moi aussi. Ici, au labo de la station scientifique, je suis fin prêt. Oui, Sébastien, fin prêt aussi. Ici, à 650 mètres d'altitude, dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, pour découvrir un des paysages les plus particuliers de la Belgique. La quantité d'eau dans un milieu naturel dicte en grande partie les caractéristiques de ce milieu. Un milieu humide comme un marécage sera bien différent d'un milieu sec comme un désert de sable. Et les plantes et les animaux d'un milieu humide auront bien de la peine à survivre dans un milieu sec et vice-versa. Une tourbière, comme celle que l'on peut observer ici dans les Hautes-Fagnes, est un milieu humide, très humide. Et d'ailleurs, pour qu'une tourbière se développe, il faut une quantité d'eau en permanence. Sinon, pas de tourbière. Mais quelles sont les conditions pour qu'un milieu reste constamment humide? Eh bien, et ça tombe sous le sens, c'est d'abord la quantité des précipitations. Les précipitations d'une année, c'est l'addition des quantités de pluie, de neige et de brouillard tombées sur un an. Elle s'exprime en millimètres par mètre carré. Et justement, les précipitations sont plus importantes en Haute-Fagne que partout ailleurs en Belgique. À Bruxelles, il tombe chaque année en moyenne 840 mm d'eau par mètre carré, ce qui représente 840 litres par mètre carré, l'équivalent de 84 seaux. En Haute-Fagne, c'est près du double, soit 1400 mm par mètre carré, c'est-à-dire 1400 litres, soit plus de 140 seaux. Mais dis-moi Sébastien, pourquoi y a-t-il plus de précipitations dans les Hautes-Fagnes? Les Hautes-Fagnes sont les premiers reliefs rencontrés par les nuages venant généralement de l'ouest. Pour franchir cet obstacle, ils doivent prendre de l'altitude. Ce faisant, ils se refroidissent et il y a condensation de la vapeur d'eau qui constitue les nuages. Et donc, il se met à pleuvoir. L'altitude du haut plateau, il culmine à 694 mètres, influence aussi sa température moyenne annuelle. En effet, plus on prend de l'altitude, plus la température moyenne diminue d'environ 1 degré par 100 mètres. Ainsi, la température moyenne annuelle à Bruxelles, à 50 mètres d'altitude, est de 11 degrés. Dans les Hautes-Fagnes, à plus de 600 mètres, elle est de 7,4 degrés. Le climat fagnard est donc plus froid, ce qui convient bien aux tourbières, puisque sous un climat plus froid, il y a moins d'évaporation d'eau. Et rappelez-vous, les tourbières ont besoin de beaucoup d'eau. Et ce n'est pas tout. Le relief plat ou de faibles pentes du plateau fagnard empêche les eaux de s'écouler rapidement. Regardez. Sur ce relief plat, l'eau s'écoule très lentement. Si je l'incline comme le flanc d'une montagne, l'eau dévale la pente beaucoup plus rapidement. Or, les tourbières se développent là où l'eau est stagnante, ou bien là où elle ne présente qu'un faible écoulement. D'accord, mais l'eau ne peut-elle s'échapper en s'infiltrant dans le sol? Et non, car heureusement pour les tourbières, les roches du sous-sol des Hautes-Fagnes sont imperméables. Ce qui se trouve sous nos pieds est composé de plusieurs couches différentes. Directement sous la couche de végétation vivante, c'est l'humus, composé quasi exclusivement de restes végétaux morts. Tout en dessous, c'est le sol et le sous-sol, domaine des roches.
Les sols sont composés de roches meubles comme l'argile, tandis que les sous-sols sont composés de roches dures comme le grès, quartzite ou granit. Après s'être infiltré dans l'humus, l'eau atteint le sol et puis le sous-sol. Quand ils sont imperméables, l'eau les traverse difficilement. Quand ils sont perméables, l'eau les traverse facilement. Et vous voyez, ici, on distingue clairement la limite entre deux couches. Sébastien, c'est de l'argile. L'argile, c'est une roche imperméable. Et donc, l'eau qui s'est infiltrée facilement dans la couche supérieure ne peut traverser la couche d'argile. Elle s'accumule donc dans la couche supérieure et préserve ainsi l'humidité du milieu. Mais, Sébastien, pourquoi l'argile est imperméable et pas d'autres roches ? Eh bien, il faut savoir que les roches sont composées de grains, comme on peut le voir au microscope. En fonction de la taille et de l'arrangement de ces grains, l'eau s'infiltrera facilement ou difficilement dans la roche. Prenons deux exemples. Dans le premier cas, les grains sont plus ou moins de la même taille et espacés, comme ici dans ce premier entonnoir où les cailloux représentent les grains. Dans le second entonnoir, les cailloux symbolisent les plus gros grains, le sable les plus petits. Les espaces sont donc plus facilement comblés. Voyons concrètement ce que cela donne. Dans le premier entonnoir, l'eau s'infiltre sans difficulté. Dans le second, eh bien, il lui faut beaucoup plus de temps pour trouver son chemin. Comparons maintenant la perméabilité du sable, de la craie et de l'argile que tu viens de trouver, Serge. Dans ces trois entonnoirs, j'en ai réparti la même quantité. Observons maintenant la vitesse à laquelle l'eau traverse chaque type de roche. On le voit, l'argile laisse difficilement passer l'eau, ce qui signifie que dans l'argile, les grains sont très petits et très serrés. Et ce n'est pas tout. En fagne, sous l'argile, se trouve une autre couche de roche, également imperméable, du schiste. Tu vois, Serge, l'eau a bien du mal à s'infiltrer dans le sous-sol fagnard. Nous avons vu précédemment que les caractéristiques du haut plateau fagnard favorisaient les précipitations et la rétention d'eau. Son climat, son relief, son sol, son sous-sol. Ces caractéristiques vont permettre le développement d'un milieu particulier qui, à son tour, va favoriser la rétention d'eau, les tourbières. Et pour commencer, examinons la surface d'une tourbière en début de formation. Parmi les plantes typiques des tourbières, il y en a qui leur sont essentielles. Ce sont les sphènes, des végétaux qui appartiennent à la catégorie des mousses. Elles ont des caractéristiques particulières. Par exemple, elles ne font pas de racines et elles n'ont pas de fleurs. Et pour survivre, elles doivent baigner quasi en permanence dans l'eau. Elles sont les plantes dominantes dans une tourbière. Regardez, elles constituent un véritable tapis. Waouh! Ça y est, ma main était complètement immergée. C'est pas pour rien qu'on appelle une tourbière un milieu humide. T'expliques ça comment, Sébastien? En fait, les sphènes se comportent comme des éponges. Elles sont capables de retenir plusieurs fois leur poids en eau. Pour expliquer cette étonnante propriété, observons un brin de sphène au microscope. On y distingue les cellules réservoirs. Elles présentent plus de 70% du volume de la sphène. Grâce à cette structure, les sphènes participent de manière significative à la conservation de l'eau dans les tourbières et donc assurent une des conditions essentielles qui leur permet de se développer. Cette capacité à retenir l'eau est vraiment impressionnante. J'ai ici deux échantillons de sphènes. Le premier a été séché, le second est gorgé d'eau. Je pèse le premier, 8 grammes. Je pèse maintenant le second, 56 grammes, soit près de 7 fois le poids de la même quantité séchée. En moyenne, la sphène peut donc retenir 7 fois son poids en eau. Aujourd'hui, les tourbières constituent un des milieux naturels des Hautes-Fagnes. Mais comment et quand cela a-t-il commencé? En fait, il faut remonter à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans.
Durant cette dernière glaciation, les températures de la planète étaient beaucoup moins élevées, d'environ une dizaine de degrés. Rendez-vous compte, la limite de la banquise atteignait le sud de l'Angleterre. Quant au sol des Hauts-de-Fagne, il était quasi en permanence gelé. Il y a 12 000 ans, le climat de la Terre commence à se réchauffer. L'eau qui auparavant était retenue en grande quantité gelée dans le sous-sol fagnard retrouve son état liquide. Elle vient notamment remplir des bassins naturels ou remonte lentement à la surface du sol. Ces conditions sont idéales pour que s'enclenche le processus de formation des tourbières. Dans ces conditions, peu à peu, les sphènes vont entreprendre leur entreprise de colonisation. Voyons cela d'un peu plus près pour le cas d'un bassin. La sphène commence par s'installer sur les bords du plan d'eau. Elle s'étend ensuite progressivement vers le centre. En s'éloignant des bords, elle crée des tapis flottants, qu'on appelle aussi des radeaux. À la fin du processus, elle recouvre entièrement le plan d'eau. Mais on vous a juste expliqué ce qui se passe en surface. Un autre processus se déroule en profondeur qui est lié au cycle de vie particulier des sphènes. La plante croît et reste vivante dans sa partie émergée, celle qui est hors de l'eau, tandis que la partie immergée, celle qui est sous l'eau, meurt peu à peu. Mais la partie morte ne se décompose pas. Elle s'accumule pour former ce qu'on appelle la tourbe. Donc, en même temps que la sphène colonise notre plan d'eau en surface, les parties mortes, et donc la tourbe, s'accumulent en profondeur pour finalement combler entièrement le plan d'eau. Et cela ne s'arrête pas là. La colonisation se poursuit vers l'extérieur des bords du plan d'eau, à tel point que la couche de tourbe peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Ce processus est évidemment très lent. Il prend des milliers d'années. On considère que l'épaisseur de tourbe croît d'environ 1 mm par an. Il faut donc, en moyenne, 1000 ans pour former 1 mètre de tourbe. Et derrière moi, dans la tourbière du Mystène, à certains endroits, la couche atteint près de 8 mètres. Les tourbières fagnardes les plus anciennes ont environ 8000 ans. Celle du Mystène, dans les Fagnes de l'Est, atteint près de 8 mètres d'épaisseur. On distingue clairement son étendue sur les vues aériennes. Aujourd'hui, elle jouit d'un statut de protection très strict. Seuls les gestionnaires de la réserve et les scientifiques peuvent y accéder. Ok Sébastien, mais dis-moi, les végétaux, une fois morts, ils se décomposent, non? Alors pourquoi, dans une tourbière, ils ne se décomposent pas? Je ne sais pas moi, comme les feuilles d'arbre dans mon compost, par exemple. Excellente remarque, Serge. Et c'est vrai qu'à première vue, la tourbe et le compost se ressemblent. Il y a pourtant une grande différence entre les deux. Dans le compost, il y a beaucoup de vie, et dans la tourbe, pratiquement pas. D'ailleurs, quand on remue du compost, on voit des vers, des insectes s'agiter. Mais dans la tourbe, rien ne bouge. Comment expliquer ça? La tourbe et le compost sont tous deux composés de débris de végétaux. C'est ce qu'on appelle de la matière organique, c'est-à-dire la matière qui entre dans la composition des êtres vivants. Les plantes, les champignons, les animaux, qu'ils soient vivants ou morts, sont de la matière organique. Vous qui nous regardez pour le moment, vous êtes de la matière organique. Une fois morte, la matière organique, que ce soit dans la tourbe ou le compost, prend une teinte brune caractéristique. C'est pourquoi, à première vue, ils se ressemblent. Mais dans le compost, les vers, les insectes que l'on voit s'agiter font partie des organismes qui décomposent la matière organique, c'est-à-dire qui la fragmentent en morceaux plus petits ou la transforment. Pour faire simple, on peut assimiler cette décomposition en une forme de digestion. Et les vers et les insectes ne sont pas seuls à participer à cette décomposition. Il y a aussi des micro-organismes, comme des bactéries et des champignons, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Bien dans la tourbe, ces organismes décomposeurs n'existent pratiquement pas. Par conséquent, la matière organique est bien conservée. Ceci a d'ailleurs donné lieu à des conservations spectaculaires, comme des corps humains datant de la préhistoire, retrouvés quasi intacts. Regardez ces cheveux, difficile d'imaginer qu'ils ont été tressés il y a plusieurs milliers d'années. Dans les Hauts-de-Fagne, c'est un vestige archéologique exceptionnel qui a été retrouvé, le pavé Charlemagne. Il s'agit d'une route pavée qui traverse le haut plateau sur plus de 6 km. Il a été construit il y a environ 1500 ans.
Dans les zones humides, ces constructeurs ont aménagé une structure en bois pour supporter le poids des pavés. Le bois, c'est de la matière organique et donc la structure a été parfaitement conservée. Si les organismes décomposeurs sont absents dans la tourbe et permettent d'y retrouver des corps ou des branches d'arbres quasi intactes comme celle-ci, c'est en raison de deux caractéristiques particulières des tourbières. Tout d'abord, une tourbière est un milieu très pauvre en oxygène. On parle de conditions anaérobies. Cette condition est remplie grâce aux eaux stagnantes qui sont présentes dans les tourbières actives et qui permettent d'isoler la tourbière de l'air ambiant. Or, les organismes décomposeurs ont besoin d'oxygène pour vivre. Ce n'est pas tout. La matière organique gorgée d'eau finirait quand même par pourrir et se décomposer si l'eau des fagnes n'était pas très acide. En effet, on conserve bien mieux les oignons dans le vinaigre, un acide, que dans l'eau. La tourbe, c'est donc de la matière organique qui n'a pas été décomposée. Elle s'accumule pour former d'épaisses couches, pouvant atteindre plusieurs mètres, comme ici dans la Bracfenne. Ce qui fait des tourbières de véritables archives pour reconstituer les paysages fagnards d'autrefois. Les tourbières, des archives? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je vous explique. La surface de la tourbière, c'est le moment présent. Juste en dessous, c'est de la matière organique accumulée récemment, il y a à peine quelques années. Alors, vous aurez compris que plus on descend en profondeur, plus la tourbe est ancienne, et plus on remonte dans le passé de la tourbière. Ainsi, je peux dire que le morceau de bouleau retrouvé ici est plus vieux que celui-ci retrouvé plus haut. Plus vieux, tu peux être plus précis? Bon, on peut facilement donner une datation approximative. Rappelez-vous qu'on estime qu'une couche de tourbe s'épaissit d'environ 1 mm par an. Donc, si je vous dis que ce morceau de bouleau est à une profondeur de 50 cm et que celui-ci est à une profondeur d'1 mètre, ben, faites le calcul. Celui-là a environ 500 ans, celui-là environ 1000 ans. Bon, vous imaginez bien que cette règle n'est pas applicable si on veut obtenir une datation très précise. 1 mm est une valeur moyenne, mais cette valeur varie en fonction de différents paramètres, comme par exemple l'exposition de la tourbière au soleil, le relief, mais aussi les conditions climatiques qui varient d'une année à l'autre. C'est pourquoi, pour obtenir un âge plus précis, les chercheurs soumettent les débris végétaux à des procédés de datation scientifiques, comme par exemple la datation au carbone 14. Bon, mais quelques branches d'arbres, c'est bien peu pour reconstituer un paysage disparu. Aussi, les scientifiques ont recours à des particules végétales qu'on retrouve emprisonnées par milliards dans la tourbe, les grains de pollen. Les pollens participent au cycle de reproduction de nombreux végétaux, comme les arbres par exemple. Ils sont minuscules. Leur taille varie entre 10 et 150 microns. Et sachant qu'un micron est égal à 1 millième de millimètre, autant dire qu'il faut un microscope pour les observer. Voici des pollens collectés dans la tourbe fagnarde. Vous remarquez qu'ils ont des caractéristiques différentes. Celui-ci est bien rond, celui-là plus écrasé. Ici, on distingue 3 orifices, on dit des pores. Là, 4. Eh bien, grâce à ces caractéristiques, nous pouvons déterminer les espèces auxquelles ils appartiennent. Prenons ce pollen, ici grossi plusieurs millions de fois. Il s'agit d'un pollen de tilleul, rond, avec 3 orifices. Le pollen de bouleau compte aussi 3 orifices, mais lui, sa forme est triangulaire. Quant au chêne, il a une forme plutôt écrasée, pas d'orifice, mais des sillons. Les pollens, c'est de la matière organique. Ils se conservent donc très bien dans la tourbe. Chaque année, les végétaux en produisent des quantités astronomiques. On parle de pluie pollinique. C'est le cas de ce bouleau. Il émet chaque année des millions de grains de pollen. Le vent en transportera une partie qui ira se déposer là-bas, à la surface de la tourbière. Voyons le principe. Il y a environ 1500 ans, à l'endroit où se trouve aujourd'hui mon bouleau,
il y avait d'autres espèces d'arbres. Ils ont émis du pollen dont une partie est venue se déposer à la surface de la tourbière. 500 ans plus tard, d'autres espèces d'arbres se sont installées dans le paysage et ont, à leur tour, disséminé leur pollen. Quant à la tourbière, elle s'est épaissie d'environ 50 cm. On retrouve donc ces pollens 50 cm plus haut. À nouveau, 500 ans plus tard, la tourbière a encore grossi et un autre type de végétation s'est développé, dont les pollens sont à nouveau environ 50 cm plus haut dans la couche de tourbe. Aujourd'hui, c'est la lande qui domine le paysage. Il y a peu d'arbres, mais le souvenir des zones boisées précédentes est donc archivé à différentes profondeurs dans l'épaisseur de la couche de tourbe. Il ne reste plus qu'à extraire une carotte de tourbe avec ce type d'outil qu'on appelle une tarière. C'est la première fois que je le fais. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà ma carotte de tourbe. Vous l'avez compris, la carotte va nous permettre d'explorer le passé de la tourbière. Il suffit d'y rechercher les pollens conservés au fil du temps. Bon, dit comme ça paraît simple, mais... Les scientifiques prélèvent des échantillons à différentes profondeurs. Pour chaque échantillon, ils identifient les pollens et déterminent leurs proportions respectives. Et ça, c'est un travail fastidieux, parce qu'il faut les compter pendant des heures et des heures entières au microscope. Mais au terme de ce long travail, ils peuvent reconstituer l'évolution des paysages fagnards depuis près de 10 000 ans. Mais à quoi ressemblaient les fagnes il y a 10 000 ans ? Il y a 10 000 ans, le paysage fagnard ressemble encore à une toundra. Il est très peu boisé. Un bon millier d'années plus tard, il est déjà bien différent. Beaucoup de noisetiers, des pins, des bouleaux et des tilleuls. Quelques chênes. Mais voyons plus en détail ce que nous racontent les pollens pour la période qui précède le début de l'exploitation du haut plateau par l'homme, il y a environ 2000 ans. Sur les sommets, là où le sol est plus sec, on trouve des bois de hêtres. Un peu plus bas, c'est le domaine des chênes et des bouleaux. Plus bas encore, on trouve des sols tourbeux et très humides. Là où l'épaisseur de tourbe est inférieure à 1 mètre, les bouleaux et les aulnes se sont installés. Enfin, sur les tourbières hautes, là où la couche de tourbe peut atteindre plusieurs mètres, les boisements ne peuvent se développer. Vous le voyez, avant l'arrivée de l'homme, la forêt dominait le paysage fagnard. À partir du Moyen Âge, l'homme va considérablement le modifier. Déboisement, pâturage et aussi exploitation de la tourbe. Car la tourbe, une fois sèche, est un excellent combustible. Les habitants l'utilisaient donc pour chauffer leurs maisons. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, ce sont les landes à perte de vue qui dominent les Hautes-Fagnes. Cette dernière période n'a pas été très propice aux tourbières. Rappelez-vous, pour qu'elles se développent, elles ont besoin d'une grande quantité d'eau. Sans cela, leur croissance s'interrompt. Malheureusement pour elles, l'extraction de tourbe à partir du XVIIe siècle, mais surtout les plantations d'épicéas, entamées dès la fin du XIXe siècle, ont facilité les pertes d'eau sur le haut plateau. De vastes réseaux de fossés ont donc été aménagés pour drainer les plantations, car l'épicéa ne pousse pas volontiers les pieds dans l'eau. En même temps, les tourbières alentours se voyaient privées d'une bonne partie de l'eau dont elles avaient besoin. Ainsi, au cours du siècle dernier, beaucoup de tourbières se sont dégradées. Aujourd'hui, les mesures de gestion de la réserve naturelle veillent à protéger les tourbières qui restent actives, c'est-à-dire celles qui continuent à se développer. En même temps, à divers endroits dans la réserve, les conditions nécessaires au développement de nouvelles tourbières ont été aménagées. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous invitons à découvrir dans le documentaire consacré à ce projet. Et bien voilà, nous espérons maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les tourbières. Bien entendu, il reste beaucoup d'autres choses à découvrir sur les milieux fagnards. Pour cela, la station scientifique des Hautes-Fagnes vous propose un choix de stages et d'activités pédagogiques. N'hésitez pas à vous renseigner sur sa page internet. Schaut einfach vorbei. Bis bald. À bientôt. Tschüss.